Bien, bonjour à tous. Désolé pour ce petit problème de salle. Nous serons donc, à partir de la semaine prochaine, à l'amphithéâtre Champollion. Je réserverai à la fin du cours un temps pour les questions et les problèmes d'organisation matérielle. Je vais tout de suite commencer le cours. Le cours s'intitule donc Signification et théorie linguistique. Et je vais commencer par quelques exemples pour essayer de réfléchir à ce que signifient ces termes de signification ou de sens que nous allons bien sûr travailler dans le champ de la linguistique ou des sciences du langage, mais auparavant, avant de restreindre le champ des notions de sens et de signification à la question du langage, je voudrais prendre un tout petit peu le temps de réfléchir d'une manière générale à ces notions pour essayer de prendre conscience du fait que la question de savoir si quelque chose a ou n'a pas de sens ou de signification est loin d'être triviale. Alors, voici un premier exemple. Une chaise, un objet. J'ai donné une chaise comme exemple, mais ça aurait pu être n'importe quel objet. Est-ce qu'une chaise, ça a un sens ou ça n'a pas de sens ? Qu'est-ce que vous diriez ? Pardon ? C'est un objet, oui. La chaise a un sens. Alors, vous parlez du mot à ce moment-là, du mot chaise. Hein ? Moi, je parle de l'objet chaise. D'accord ? Le mot chaise, je suis d'accord avec vous, bien sûr, il a un sens. Il a notamment, c'est un sens qu'on peut notamment décrire en disant qu'il renvoie à ce type d'objet. Mais l'objet en lui-même, c'est un peu plus délicat. Bon. Voici un autre exemple. Est-ce que cet objet a un sens ou n'a pas de sens, par rapport au précédent notamment ? Oui ? Étant donné qu'une chaise ça sert à s'asseoir, cet objet-là, ça a l'air compliqué de s'asseoir dessus, ça perd de son sens si on l'appelle toujours une chaise. Bien sûr, ça ressemble à une chaise, hein, puisque vous avez établi cette similarité, mais on voit bien, d'après la forme de l'objet, qu'on ne peut pas s'asseoir dessus, donc je ne dirais pas tellement que c'est le sens de la chaise qui est en question là, mais plutôt autre chose, c'est-à-dire sa fonction, ce à quoi ça sert. Hein. Ça n'est quand même pas tout à fait la même chose que de dire qu'une chaise a une fonction, que ça sert à s'asseoir, et de dire que ça a un sens. Hein. Bon, voici un autre exemple. Alors, pour grossir, voilà ce qui est écrit sur les touches. Donc, une machine à écrire, hein, plutôt étrange. Un autre exemple célèbre, un fer à repasser qui possède une série de clous à l'endroit où normalement on repasse le linge. Alors ça, c'est un exemple célèbre de Man Ray, qui s'appelle Le Cadeau. L'exemple précédent est un exemple aussi d'une artiste qui s'appelle Molly Roche. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces exemples, de cette première série d'exemples ? Eh bien, c'est que d'un objet, en effet, il paraît très difficile de dire s'il a ou s'il n'a pas un sens. C'est-à-dire que même les objets étranges, les objets qui ne semblent pas avoir de fonction, tout au moins utilitaire, puisque les exemples d'objets étranges, comme le fer à repasser ou la chaise, etc., la chaise d'une forme bizarre, ces objets, ce sont en fait des productions d'artistes, hein, donc d'une certaine façon, ils ont quand même une fonction, mais en tout cas, ils n'ont pas la fonction immédiate de l'objet auquel on pense quand on observe ces choses. Eh bien, même lorsqu'il s'agit d'objets étranges ou absurdes, eh bien, on n'a pas tellement envie de dire qu'il s'agit de sens ou d'absence de sens. Hein. Donc, au fond, ce qui se produit avec les objets, ça n'est pas tellement qu'ils n'ont pas de sens, parce qu'on ne peut ni dire d'eux qu'ils ont du sens ou qu'ils n'ont pas de sens. En fait, ce qu'on comprend assez facilement à partir de ces exemples, c'est que le concept de sens
ou de signification ne s'applique absolument pas aux objets. D'un objet, on ne peut pas dire qu'il a du sens ou pas de sens. Ça n'a justement pas de sens de dire ça. En revanche, oui, il a une fonction, effectivement. Alors bon, c'est assez trompeur puisqu'en anglais on parle de nonsense object, mais ça ne veut pas dire pour autant que le concept de sens est effectivement ici directement appliqué. Voici deux autres exemples. Alors ici c'est une photographie avec une chaise posée au milieu d'un chemin. Est-ce que vous diriez là que ça a du sens ou que ça n'a pas de sens? Oui? Pour moi, ça a plus de sens que la chaise toute seule, parce que justement, ça se rapproche du poulet artistique et donc donner un sens, une signification artistique. D'accord. Et quelle signification vous donneriez là, si vous deviez dire quelque chose sur le sens de cette photographie? Je peux s'arrêter en chemin pour regarder le paysage. Oui? Oui, tout à fait. Ici, l'objet est placé dans un contexte, donc on comprend avec un exemple comme celui-ci que la notion de contexte est importante pour l'attribution d'une signification ou d'un sens à quelque chose. On voit aussi avec cet exemple qu'on peut très bien sentir qu'il y a du sens à faire cela. C'est-à-dire, il y a du sens, il y a un sens si c'est une photographie d'artiste ou même pas d'artiste, d'amateur, etc., qui a eu une idée géniale, ah tiens, je vais poser une chaise au milieu du chemin et je vais la prendre en photo. Même si on peut avoir des difficultés ou des désaccords sur la signification de ce geste photographique ou du résultat de la photographie, puisqu'on peut voir une image de l'attente, de la solitude, de tout ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, on peut trouver toutes sortes de choses à dire au sujet de cette photo. L'important n'est pas tellement que cette signification soit indéterminée, puisqu'elle l'est, hein, indéterminée. L'important, par rapport aux exemples précédents, c'est que ici, il y a un processus de signification qui est en marche, hein, ce qui n'était pas le cas avec le pur et simple objet. Alors, un autre exemple encore plus évident, hein, c'est la fameuse chaise de Vincent, le tableau de Van Gogh, où là, bon, bien sûr, maintenant, c'est une peinture, une toile qui fait partie du patrimoine culturel mondial, et donc tout le monde connaît, ou à peu près tout le monde a déjà vu cette image, on sait que c'est une œuvre, bon, donc là on ne se pose pas de questions sur le fait de savoir si ça a un sens ou pas d'avoir fait cela, bien sûr ça en a un, mais encore une fois, le sens, hein, si vous deviez commenter ce tableau et dire, je ne sais pas, quelle est la signification, quel est le sens de ce tableau, vous auriez peut-être des difficultés ou des hésitations ou des divergences entre vous, indépendamment du caractère, de l'appréciation esthétique que vous pourriez avoir de ce tableau. Alors, il faut donc compléter ce que j'ai dit auparavant en ajoutant que, effectivement, si l'objet en soi n'a pas de sens ou pas de signification, le fait de montrer ou de représenter un objet, cela, oui, peut déclencher quelque chose comme du sens ou de la signification. On l'a dit, ça présuppose l'idée qu'il y a un contexte, que l'objet tout à coup apparaît dans un contexte. Cela présuppose également, bien sûr, une intention. Hein. Par exemple, dans le cas de la photographie d'une chaise au milieu d'un chemin, on se doute que la personne a une certaine intention en faisant cette photographie, en proposant cette photographie. Encore une fois, même si elle n'est pas d'une clarté totale, il y a une intention, et donc
c'est pour cette raison qu'intuitivement, on va être tenté de dire que dans ce cas, il y a bien sûr une pertinence des concepts de sens et de signification. Alors, passons maintenant des objets aux êtres. Est-ce qu'un chien, par exemple, un être vivant non humain, ça a un sens ou pas de sens ? Bon, le chien en lui-même, il se retrouve à peu près dans la situation de la chaise de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'un chien, en tant qu'animal, il semble intuitivement extrêmement difficile de dire qu'il a un sens ou pas de sens. Je veux dire, vous vous imaginez dire « Ah oui, ce chien a un sens, ce chien n'a aucune signification ». Ce sont des phrases qui sonnent très très bizarrement. Bon. Cela dit, on pourrait dire exactement la même chose des êtres vivants humains. Après tout, un homme, une femme, un être humain, ça n'a pas en soi de signification. Ça peut peut-être produire de la signification, ça peut encore une fois avoir une signification dans un certain contexte, mais en lui-même, un être humain n'a pas plus de signification qu'un être non humain ou qu'un objet. Alors, considérons maintenant cela. Donc, c'est un panneau sur lequel est dessiné un chien. Donc, c'est un panneau dont on devine assez facilement qu'il signifie « interdit aux chiens ». Un panneau en métal qui est planté dans un endroit qui a l'air d'être une sorte de petite forêt, enfin, ou disons pas une petite forêt, il y a une maison juste derrière, mais enfin, bref, un endroit habité avec quelques arbres. Ce panneau est bien un objet, au même titre qu'une chaise. Mais dans ce cas-là, évidemment, on ne se pose pas la question de savoir s'il a ou pas une signification, c'est immédiatement évident qu'il en a une. Hein. Et que ce panneau, d'ailleurs, n'est là que pour signifier quelque chose. Donc, certains objets, en eux-mêmes, ont bien une signification, à condition, hein, c'est un type d'objet très particulier, ce sont des objets dont on pourrait dire, pour l'instant, première approximation, qu'ils sont des signes, hein, des signes de quelque chose. Bien, vous remarquerez cependant que, même dans ce cas, l'objet ne signifie qu'à certaines conditions. Hein. C'est-à-dire que si vous imaginez le panneau, par exemple, posé par terre, effondré, etc., il a beau signifier toujours la même chose, puisque le panneau est au sol, personne ne le verra et l'interdiction ne sera pas respectée. Donc, le fonctionnement de l'objet en tant que signe requiert un certain nombre de conditions contextuelles. Un autre exemple de conditions contextuelles, il faut que ce panneau soit dans un endroit où il est possible que des chiens puissent venir. Imaginez un panneau, bon c'est absurde, mais imaginez un panneau identique planté au fond d'un lac. Bon, peut-être, là encore, ce serait une performance artistique, mais en tout cas, dans la mesure où, en général, les chiens ne vont pas se promener dans le fond des lacs, ce panneau perdrait toute sa signification. Donc, bien qu'il donne l'impression d'avoir intrinsèquement une signification, puisqu'il y a ce symbole du chien qui est barré, etc., il ne faut pas négliger le fait que un signe en général, un signe même tout à fait matériel comme celui-ci, visuel, et vraiment matériel, hein, ne peut signifier qu'à la condition qu'il soit placé dans un environnement contextuel adéquat
et qu'ils correspondent effectivement à une intention. Puisque les personnes qui ont obtenu l'autorisation de mettre ce panneau ou qui ont décidé de mettre ce panneau avaient une certaine intention qui est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chien dans cet endroit pour des raisons sur lesquelles je passerai. Bien. Tout à l'heure, j'ai dit qu'un être humain en lui-même n'avait pas de sens, particulièrement. Alors, si je vous montre cette image, où on voit donc quelqu'un qui souffle dans ses joues et qui se tient la tête, est-ce que dans ce cas, vous diriez qu'il y a un sens ou pas de sens ? Je pense qu'il a un sens parce que, comme il a déjà montré comment il est, alors on peut deviner ou savoir comment. Alors, il serait comment, alors, d'après vous ? Le sens ou la signification qui serait exprimée par cette image, ce serait quoi ? Il a un problème, oui, sans doute. Peut-être on peut être plus spécifique, oui. Je pense qu'on interprète en sens qu'on soit un homme qui se lève, ça ne veut rien dire, mais nous, on sait par l'habitude, un contexte, qu'un homme qui se lève, c'est un homme énervé. Voilà, l'énervement, l'exaspération, etc. Vous avez tout à fait raison. En soi, on peut très bien imaginer que cette personne ait ce comportement toute seule chez elle et qu'il n'y ait personne pour regarder cela, et que ce soit un comportement tout à fait spontané, disons. Mais deux autres conditions peuvent être imaginées. D'une part, que, par exemple, cette personne est seule dans son bureau, elle ne veut rien signifier de particulier en faisant cela, mais il y a une fenêtre dans son bureau et un voisin le voit en train de faire ça. Bon, à partir du moment où il y a un regard sur cette attitude, eh bien, cette attitude peut être interprétée. La gestualité, en général, de toute façon, peut être interprétée de toutes sortes de façons, bien qu'il faille être prudent dans les analyses dans ce cas. Mais il y a une autre condition, qui est une condition dans laquelle la personne adopterait volontairement cette attitude pour signifier quelque chose. Imaginez quelqu'un au milieu d'une réunion qui tout d'un coup, très ostensiblement, prend sa tête dans ses mains, souffle dans ses joues, pour signifier à un public ou à des gens en face de lui une forme ou une autre d'exaspération. Bon, dans ce cas-là, on a aussi besoin d'interprètes, donc de personnes qui vont... Qu'est-ce que ça veut dire un interprète ? Ça veut dire... ça nous renvoie à la notion d'intention de tout à l'heure. Un interprète, c'est quelqu'un qui va décrypter une intention, ou qui va sentir, percevoir une intention. Sauf que là, eh bien, dans cette deuxième condition, la personne aura volontairement voulu transmettre cette information. Du type « je suis exaspéré »,« cette réunion n'a aucun sens », etc. Donc, on retrouve ici les paramètres donc, contextuels, intentionnels, et cette idée qu'il y a de la signification lorsqu'il y a donc de l'intention et des interprètes pour considérer ces intentions. Alors, je complète donc ce que j'ai dit précédemment. Donc, d'un objet, on ne dira ni qu'il a un sens ni qu'il n'a pas de sens, il a une fonction. Même lorsqu'il s'agit d'objets absurdes, c'est éventuellement faire une œuvre avec cet objet qui a un sens, mais ce n'est pas l'objet lui-même. Le concept de sens ou de signification ne s'applique pas aux objets, sauf si ces objets sont des signes. Mais si un objet en lui-même n'a pas de sens, le fait de montrer ou de représenter un objet peut avoir une signification, et plus largement, donc, un comportement humain
est susceptible d'avoir un sens. Ce comportement, donc, devient un signe, bien que, comme on l'a vu, un être vivant en lui-même ne soit pas accessible à la catégorie du sens. Alors, est-ce que cela nous conduit à dire que seuls les signes ou les comportements pouvant être interprétés comme des signes ont un sens? Alors, c'est une question à laquelle je ne répondrai que partiellement. Par curiosité, si vous tapez sur Google la requête « Quel est le sens de ?», vous allez trouver quoi, à votre avis? Non, mais quelle va être la suite? Hein? La vie. Hein? En fait, il faut toutes les premières pages, c'est « Quel est le sens de la vie ?» Bon. Quel est le sens de la vie? Alors voilà, une question, bon, ça ne va pas être l'objet du cours, hein, je vous rassure, mais c'est une question qui manifestement préoccupe un certain nombre d'êtres humains, et on ne peut pas dire que la vie, en soi, ce soit un signe. Donc, si la vie a un sens, peut en avoir un, ou peut ne pas en avoir, eh bien, cela signifie que le concept de sens ou de signification ne s'applique pas qu'à des signes, mais à d'autres choses aussi. À des choses peut-être plus abstraites. Alors, voyez d'autres exemples, le sens du travail, le sens de l'action humanitaire, le sens de cette valeur républicaine qu'est la fraternité, le sens de l'école. Bon, vous entendez dans les médias très régulièrement que nous vivons dans des sociétés qui sont à la recherche du sens, en quête de sens, que nos sociétés non plus, que les êtres du monde, en particulier occidental, n'arrivent plus à trouver le sens de leurs actions, etc. Bon. Alors, ça nous renvoie, cette nouvelle acception de la notion de sens, à l'idée suivante, et là je prends la référence du Trésor de la langue française, la version informatique du TLF, le TLFI, qui dit la chose suivante: il y a une série d'acceptions du terme de sens qui signifie plutôt l'idée de fondement ou de justification. Idée, suite d'idées, raisonnement auquel un objet de pensée se rapporte et se trouve ainsi justifié, fondé dans son existence. Alors par exemple, on va dire une distinction ou une question qui a un sens, cela n'a pas de sens, plus infinitif, cela n'a pas de raison d'être. Bien. Ou encore, manière de comprendre une chose, signification qu'a une chose pour une personne et qui constitue sa justification. Donc quand on parle de sens de la vie, vous voyez qu'on est plutôt dans l'idée de justification ou fondement de l'existence humaine. Sens des choses, de l'univers, du travail, donner du sens à l'existence, à ses actes, etc. Bien. Alors, cette acception du mot sens renvoie donc à une série d'acceptions dont toute une partie est occupée par l'idée de signification. Dans ce cas-là, on a affaire à la propriété d'un objet de pensée ou d'un signe. Sachant que la première série de sens dans TLFI, c'est le sens de la sensorialité. Le sens de l'ouïe, le sens de la vue, de l'odorat, etc. Dont je ne parle pas ici parce que ça nous sort du sujet. Cela dit, pas forcément complètement parce que c'est quand même le même mot. Même en latin, sensum, c'est le même mot, sens, qui a donné le sens de la sensorialité et le sens de la signification. Bon. Mais là, on va s'intéresser uniquement à la notion de signification et donc de fondement et de justification. Alors, dans tous les cas, on a affaire aux propriétés d'un objet de pensée ou d'un signe. Première série de sens, bon, c'est sans doute la série à laquelle on pense en premier lieu idée, signification représentée par un signe ou un ensemble de signes
représentation intelligible évoquée ou manifestée par une signe ou une chose considérée comme signe. Exemple, on pourrait prendre dans un sens métaphorique le vulgaire proverbe « tout chemin mène à Rome » et l'appliquer au monde moral « tout mène à la récompense ou au châtiment ». C'est une citation de Baudelaire, donc ici, vous voyez, dans un sens métaphorique, donc sens signification ou sens vraiment linguistique. La mariée me regardait, je ne pouvais me tromper sur le sens de ce regard, vous voyez, un regard qui a un sens aussi. C'était un regard de mépris. Bon. Quand on dit qu'un regard a un sens, c'est bien, comme on l'a vu tout à l'heure, en raison de l'intention supposée qu'on attribue à la personne qui a ce regard. Bon voilà, donc, et en particulier, en sciences du langage, signification d'un élément signifiant d'une science ou d'un langage. Bon, alors, au total, avoir un sens ou avoir une signification pourrait être ramené à ces différents cas de figure. D'une part, avoir un sens ou une signification s'applique à des comportements intentionnels, donc comportant des intentions dans le sens vraiment ordinaire du terme, pas à des êtres ou objets, ou bien au résultat de ces intentions. On parle donc du sens d'un film, d'un tableau, d'un geste, d'une habitude, etc. Dans ce cas-là, le sens est plutôt vu comme une cohérence. Une cohérence, une adaptation à un certain contexte. C'est-à-dire que disons que la distinction entre avoir un sens ou ne pas avoir de sens sera liée au fait que il existe une cohérence détectable ou au moins une forme d'adaptation. Par exemple, si vous dites que, si vous parlez du sens d'un film, ou un film, est-ce qu'un film peut avoir un sens ou n'avoir aucun sens? Bon, on peut très bien imaginer un film qui n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on voudra dire dans ce cas-là? On voudra dire qu'il n'a aucune cohérence, qu'il ne correspond à rien, etc. Ou alors qu'on ne comprend pas peut-être, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est pensable. Avoir un sens, par ailleurs, s'applique à des abstractions, on l'a vu, le sens de la vie, du travail, etc. Dans ce cas-là, comme dit le Téléphie, le sens est lié à l'idée de but et de justification. Et puis, lorsque le sens s'applique à des signes, comme le sens d'un mot, d'un sourire, d'un regard, eh bien, le sens est plutôt conçu comme une idée ou une représentation mentale, c'est-à-dire quelque chose, une intention, on l'a dit aussi, quand même quelque chose qui peut être rapporté à la vie mentale des sujets. Dans le cas précédent aussi, pour avoir, lorsqu'on parle de justification ou de but, on parle de justification ou de but d'un individu humain, donc il y a aussi des intentions qui sont impliquées. D'accord ? Mais là, l'idée, c'est que le sens décrit directement l'idée ou la représentation mentale. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de relier ces différentes façons de concevoir le sens? Eh bien, une des solutions, ce serait de tenter de les relier par le concept de compréhension. Qu'est-ce que c'est que le sens? Eh bien, c'est ce qu'on comprend. Alors, ce qu'on comprend lorsqu'on comprend, et le sens, c'est précisément ce qu'on ne comprend pas lorsqu'on ne comprend pas. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est un déplacement de la question du sens vers quelque chose dont on va voir que chose est peut-être plus facile à manipuler, la notion de compréhension, un déplacement qui fait que la question d'avoir du sens
ou de ne pas avoir du sens est déplacé vers la notion de compréhension. Donc, autrement dit, soit le concept de sens ne s'applique pas du tout, donc là, c'est que ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y aura rien à comprendre, hein, la notion de compréhension n'intervient pas, soit il y a quelque chose à comprendre, et dans ce cas-là, soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Mais qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, ça signifie qu'il y a du sens, puisqu'il y a quelque chose à comprendre. D'accord ? C'est quand même cette question de la compréhension et d'avoir cette supposition qu'il y a quelque chose à comprendre dans le comportement de quelqu'un, c'est quand même un des fondements de notre vie relationnelle et sociale. Hein, vraiment. Bien. Alors, ce déplacement, à mon avis, il a quelques avantages. Bien qu'il ait un inconvénient sur lequel je reviendrai dans un instant. D'abord, comprendre et ne pas comprendre, ce sont vraiment des événements de la vie mentale, hein, qui sont relativement familiers. Chacun est capable de dire à un moment donné « je comprends, je ne comprends pas » ou « je comprends en partie ». D'accord ? Beaucoup plus facilement que de dire « est-ce que ça a du sens ou pas ?» d'une certaine façon. Hein. C'est un peu l'idée qui est dans ce premier point. Par ailleurs, comprendre et ne pas comprendre, ce sont des événements, si l'on veut, que l'on peut observer d'une manière relativement objective à partir de tests qui permettent de voir donc si pour telle ou telle tâche, telle ou telle épreuve, quelqu'un a compris ou pas compris des mots, des situations, des images, etc. Un des avantages également, je trouve, c'est que du coup, cette notion de compréhension, elle est immédiatement plus large que la question uniquement du langage. Et ça, c'est une perspective, si vous voulez, que on peut choisir d'adopter, qui n'est pas du tout obligatoire, mais on peut considérer qu'on a plus de chances de construire une réflexion, si vous voulez, utile ou pertinente, si elle n'est pas uniquement construite sur l'objet précis sur lequel on travaille, c'est-à-dire le langage, la linguistique, etc., mais que ce concept inclut le linguistique et aussi d'autres choses. Ça s'applique aussi à d'autres choses, cette notion de compréhension. Bien. Et puis, un intérêt également, c'est que, vous le savez bien, la notion de compréhension est un peu plus large que la notion de sens, parce qu'elle inclut une dimension de la compréhension qui n'est pas strictement intellectuelle. Hein. Lorsque, très souvent, on dit je ne te comprends pas, etc., hein, je pense que ça vous est tous arrivé de dire cette phrase au moins une fois dans votre vie à quelqu'un. Je ne le comprends pas, je ne te comprends pas. On ne veut pas dire simplement que un comportement n'a pas de signification, mais qu'il y a à la fois, peut-être une dimension un peu intellectuelle, je ne te comprends pas parce que tu fais des actes irrationnels, etc., par exemple, mais la notion de compréhension, c'est aussi, il y a aussi cette dimension émotionnelle de l'empathie, disons. Sans aller plus loin, parce que ça nous amènerait bien au-delà de notre sujet. Bon, au total donc, la compréhension me semble un concept à la fois un peu plus large que celui de sens, mais peut-être plus facile à manipuler. Pourquoi il est plus facile à manipuler ? Grâce à la notion de non-compréhension. En fait, c'est la non-compréhension qui est un guide de la compréhension. En réalité, quand est-ce qu'on sait qu'on a compris quelque chose ? Eh bien, quand on a surmonté une situation de non-compréhension.
Si vous êtes francophone natif, par exemple, bon, vous comprenez le français sans vous poser de questions et sans vous dire qu'il y a... Enfin, vous comprenez le français en général, hein, peut-être que certains discours peuvent vous paraître obscurs et incompréhensibles, mais vous ne vous posez pas de questions. Si vous êtes dans un pays dans lequel vous ne connaissez pas la langue, évidemment que vous devrez apprendre la langue et donc surmonter une non-compréhension. Hein. Donc, d'une certaine façon, quand on dit qu'on comprend le français, c'est pas vraiment qu'on le comprend, c'est qu'on le décode, etc., parce qu'on n'a pas fait d'effort particulier de compréhension. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, en l'illustrant à partir d'exemples plutôt empruntés à la vision qu'à la compréhension intellectuelle, c'est vous montrer toute la richesse des possibilités de non-compréhension. À partir donc de l'examen, disons, de cas visuels. Alors, je vais donc faire une analogie entre ne pas comprendre et ne pas voir. Alors, il y a plusieurs cas il y en a sans doute d'autres, hein, je ne cherche pas spécialement à être exhaustif, mais je cherche ici à enrichir cette notion de non-compréhension, à partir de ne pas voir, hein, en me fondant bien sûr sur une métaphore très ancienne qui associe la vue à la compréhension. Hein. Voir, c'est voir quelque chose, c'est le comprendre. Alors bon, premier cas de figure, on ne voit pas ou on ne voit rien parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Bon, voilà, vous êtes dans le vide, il n'y a rien, donc on ne voit rien et absolument personne ne peut rien voir. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, deuxième possibilité, il y a bien quelque chose à voir, mais les conditions extérieures ne permettent pas de voir. Hein. Donc dans ce cas-là, le cas le plus typique, c'est celui de l'obscurité. Hein, quand vous êtes en grande obscurité, il y a des conditions extérieures qui vous empêchent de voir ce que vous devriez voir, hein, ou ce que vous pourriez voir. Outre des conditions extérieures, vous pouvez aussi ne pas voir ou mal voir parce que vous avez un déficit visuel vous-même. Hein, vous êtes myope, par exemple. Et donc, vous ne voyez pas quelque chose, vous voyez mal, parce que ça se trouve loin. Quatrième possibilité, vous ne voyez pas parce que d'une manière, disons, sensorimotrice, vous n'adoptez pas la bonne attitude visuelle. Alors, l'exemple, c'est celui des images stéréotopiques. Les images stéréotopiques, ce sont des images de ce genre-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des livres. Bon, là, on peut, sur un diaporama, on ne peut pas les utiliser. Mais ce sont des images qui, lorsque vous approchez très près, lorsque vous louchez presque, vous apparaissent en relief. Hein, vous avez déjà vu ça? Bon, eh bien, pour voir ce qu'il y a dans l'image, il faut se positionner d'une certaine façon. Sinon, vous ne voyez pas. Vous voyez un truc comme ça. Bon, on devine ici que ce sont des soldats avec des canons, mais vous ne voyez pas l'image correctement. Pour la voir correctement, il y a une certaine façon de regarder. Donc, on ne voit pas ou mal parce qu'on n'a pas la bonne façon de regarder, la bonne attitude visuelle. Autre cas de figure, on ne voit pas ou pas complètement parce qu'il y a une ambiguïté visuelle. Alors, c'est le fameux exemple célèbre du canard lapin, hein, vous voyez, où vous pouvez voir ou bien un canard avec le bec ici et l'œil, ou bien un lapin avec l'œil, les oreilles, le museau qui est ici. D'accord ? C'est un exemple très célèbre, beaucoup commenté dans la philosophie, enfin comme d'autres du même genre. Ce sont donc des images ambiguës qui posent du coup un problème de vision. Si on vous demande qu'est-ce que vous voyez ici, certaines personnes vont dire un canard, d'autres un lapin, d'autres vont dire tout de suite on voit deux choses. Bien. Donc c'est quand même une image qui pose un problème. Parce qu'il y a donc une ambiguïté. Vous pouvez aussi ne pas voir
parce que vous avez un déficit d'expérience ou de connaissance. Alors par exemple, vous vous promenez dans une forêt et vous êtes un bon connaisseur de la botanique. Vous connaissez le nom des arbres, les types de végétaux qui poussent au pied des arbres, etc., etc. Donc quand vous vous promenez dans une forêt, vous ne voyez pas des arbres. Vous voyez des hêtres, des chênes, des ormes, etc. Bref, vous voyez vraiment des objets différents, hein, des types d'arbres complètement différents. Et vous voyez, vous êtes par exemple dans une clairière, vous allez dire assez magnifique parce qu'il y a plusieurs sortes d'arbres qui sont mélangés et qu'on ne trouve pas. Voilà. Mais si vous n'avez pas ces connaissances, vous ne voyez pas la même chose. Vous voyez juste des arbres. Vous ne voyez pas des types d'arbres différents. Vous ne voyez pas les différences. Donc, vous ne voyez pas la même chose. Hein. Vous ne voyez que des arbres identiques. Vous ne voyez pas la différence et les nuances, enfin, pas toujours subtiles, hein, qui sont parfois énormes entre eux. Vous voulez deviner, mais vous, à la limite, vous n'êtes pas capable de dire si tel arbre est de la même famille que tel autre ou tel autre. Hein. Bon. Donc là, c'est le cas où vous avez un déficit d'expérience ou de connaissance qui vous empêche de voir quelque chose qui est accessible à la vue. Et enfin, vous pouvez très bien ne pas voir les choses, hein, parce que ce que vous voyez ne s'intègre pas dans votre horizon culturel. Alors, c'est le cas très souvent avec l'art. Par exemple, hein, vous savez bien que les impressionnistes ont été très très mal perçus par le monde de l'art à leur début, parce que on avait simplement l'impression qu'ils ne savaient pas peindre, qu'on voyait rien sur leur tableau, enfin bref, j'exagère un tout petit peu, je force un peu le trait, mais en tout cas, il y a eu, avant que ce courant pictural entre dans l'histoire de l'art, toute une période dans laquelle les œuvres de ces artistes, on ne les comprenait pas, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas ce qu'il y avait à voir dedans. Hein. Alors on pourrait dire la même chose pour de la musique ou pour toutes sortes de choses. Je suppose chacun, selon ses goûts musicaux, entend parfois de la musique qui n'a, qui ne veut rien dire. Si par exemple vous avez, je sais pas, si vous avez une culture de musique classique, etc., qu'on vous fait écouter 5-6 morceaux de rap, bon, ben, vous entendrez que du rap, quoi, c'est la même chose, c'est pareil et c'est absurde, etc. Et inversement, si vous avez une culture uniquement sur la musique type rap, etc., et qu'on vous fait écouter de la musique classique, que ce soit du Mozart, du Bach, du Beethoven, vous entendrez du classique et ça vous ennuie, et je ne sais quoi. Bon, bref. Donc là, il y a aussi, pour être capable d'entendre, de voir, etc., besoin d'habitudes culturelles sans lesquelles on ne perçoit pas les choses, alors qu'elles sont là, mais on ne les perçoit pas. Alors, maintenant, revenons au langage et essayons de voir chacun de ces cas dans lesquels on ne voit pas, quels sont les équivalents linguistiques, quels sont les exemples linguistiques qui illustrent ces situations de non-compréhension. Alors, premier cas, je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Alors, des exemples linguistiques, ce serait, voilà, des exemples de non-sens, vous voyez, des lettres écrites au hasard. Il y a un problème de compréhension, là, ce qui est entre guillemets IUQS, ça ne veut absolument rien dire. Donc, vous ne comprenez pas, mais il n'y a rien à comprendre. Hein. Il n'y a rien à comprendre, c'est une suite de lettres lancées au hasard. Une phrase syntaxiquement, des mots existants mais mis dans un ordre complètement aléatoire, table, le, en, mal, battre, bon, ça n'a aucun sens non plus, il n'y a rien à comprendre, etc. Bon, alors évidemment, ce mode de la compréhension, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ou pas au niveau du code linguistique, hein? C'est évidemment très utile en linguistique puisque c'est à partir de cela qu'on
On peut faire des contrastes entre les phrases qui ont un sens et les phrases qui n'ont pas de sens pour vérifier, si vous voulez, les contraintes syntaxiques, les contraintes sémantiques, etc., etc. Seulement, il y a toujours une objection problématique, c'est que, encore une fois, dans le monde de l'art, on peut toujours donner du sens à ce qui apparemment n'en a pas. Alors, bon, les cas, je vais donner 3 cas, la Klebnikov, donc un poète russe qui faisait de la poésie sonore, Artaud ou Tzara. Alors voilà, un exemple d'Artaud. Ça, je sais pas si vous savez peut-être que Artaud est un écrivain français qui souffrait d'une forme de schizophrénie, si l'on veut, qui a été interné à l'asile de Rodez pendant des années, et il y a un grand nombre de volumes publiés sous le titre « Les cahiers de Rodez », dans lesquels il y a des textes, mais des centaines de pages de choses comme ça. Kanda, Cantour, Kenerbita, Ursov, bon, voilà. Ce sont des mélanges de langues, etc., des choses qui n'existent pas, mais c'est publié, c'est étudié par des gens, etc. On peut essayer de trouver malgré tout quelque chose comme de la signification là-dedans, alors que, bon, voilà, ce ne sont des mots d'aucune langue, et c'est assez difficile d'en saisir la signification. Un autre exemple de Tzara, c'est presque de l'écriture, si vous voulez, aléatoire, hein. Lorsque les chiens traversent l'air dans un diamant comme les idées et l'appendice de la méninge montrent l'heure du réveil programme, le titre est de moi, pris ils sont hier, convenant ensuite tableau. Bon, là on a, vous voyez, on n'a pas non plus de sens assignable, mais il y a une sorte de geste artistique qui est d'aller un peu au-delà d'une certaine forme de sens conventionnel, bon, enfin, de sens de la conventionnel au sens simplement de la convention linguistique. Donc, si vous voulez, ce genre de problématique qui se fonde sur le contraste entre compréhension et non-compréhension, eh bien, ce contraste, il est quand même fondé sur, j'allais dire, des conditions standards, normales de la compréhension. Hein. Et on oublie parfois de le dire, et c'est important. Typiquement, on reviendra sur cet exemple, on va vous dire qu'une phrase comme Napoléon est Napoléon, c'est une phrase tautologique qui ne dit rien, puisqu'elle dit que Napoléon est Napoléon. Mais en fait, Napoléon est Napoléon, une femme est une femme. Dans un article de linguistique, un collègue avait écrit Hollande est Hollande. Hollande, le président de la République, ça veut dire quelque chose. Hein, c'est pas juste tautologique. Bon, alors, je passe au deuxième cas de figure. Je ne vois pas parce que les conditions extérieures ne me le permettent pas. Alors, les exemples linguistiques de cela mettent en jeu, là, si vous voulez, l'aspect, disons, matériel du signal sonore. Hein. Lorsque il y a un grand bruit, lorsqu'une écriture est illisible, etc., les conditions sensorielles font que vous ne pouvez pas comprendre le message, mais là, si vous voulez, ça n'est pas, ce sont les moyens sensorimoteurs de l'accès aux signes qui sont mis en question. Troisième cas de figure, je ne vois pas ou je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel. Il y a un peu l'équivalent pour les déficits linguistiques, qui sont ce qu'on appelle les aphasies, les dysphasies. Alors les aphasies, ce sont des troubles liés à des lésions focales du système nerveux central, c'est-à-dire à des altérations du cortex cérébral très très ponctuelles, tandis que les dysphasies nomment plutôt des troubles du langage développementaux, dans l'apprentissage du langage par l'enfant. Il y a des déficits intellectuels aussi qui peuvent provoquer des déficits, soit de production du langage, soit de compréhension. Donc il y a aussi des cas comme ça, où on peut ne pas comprendre pour des raisons vraiment de déficits qui ne sont plus extérieurs, mais qui sont internes, parce que votre cerveau ne fonctionne pas bien, etc. Ensuite, je ne vois pas ou je vois mal parce que je n'adopte pas la bonne attitude visuelle. C'était l'exemple des images stéréoscopiques. Alors, ici, les exemples linguistiques que je pense qu'on pourrait donner, ce sont des exemples qui portent sur des choses comme l'implicite, le malentendu. Vous voyez, c'est pas vraiment encore
l'ambiguïté volontaire, mais les cas où il y a quelque chose d'un peu flou, où il faut une certaine attitude pour percevoir une sorte de profondeur de la signification, etc. Ensuite, je ne vois pas complètement parce qu'il y a une ambiguïté dans l'image. Alors, souvenez-vous, c'était le cas du canard lapin. Dans ce cas-là, on l'a dit, visuellement, le canard lapin, c'est une ambiguïté. Eh bien, évidemment, vous le savez sans doute, il y a aussi des ambiguïtés linguistiques, qui sont étudiées depuis longtemps, des ambiguïtés qui sont volontaires ou involontaires, toutes sortes de situations où il y a de la polysémie, de la pluralité du sens. Un exemple célèbre d'ambiguïté, c'est la phrase « La petite brise la glace ». La petite brise la glace, alors soit vous comprenez que brise c'est un vent et que ce vent léger glace une personne, soit petite est une personne, c'est une petite fille par exemple, qui casse une glace. Bien. Donc typiquement une ambiguïté qui peut être tout à fait volontaire, involontaire, sachant que les ambiguïtés très souvent elles sont liées à l'absence de contexte. En contexte, il y a souvent moins d'ambiguïté, sauf évidemment dans les textes qui sont faits pour ça. Je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience de connaissance, ça l'équivalent linguistique est facile à trouver, ce sont les lacunes linguistiques, lacunes lexicales, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas la connaissance du vocabulaire qui est monopolisé dans tel ou tel texte, vous ne comprenez pas parce que c'est une compréhension en langue étrangère et que vous ne maîtrisez pas tout à fait suffisamment la langue, donc là c'est le déficit d'expérience et de connaissance. Et puis je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel ou intellectuel, et bien là les exemples linguistiques, là aussi ce sont des exemples tout à fait triviaux, de cas où vous lisez un texte par exemple, ou vous écoutez une conférence et vous ne comprenez pas parce que l'horizon intellectuel vous est étranger, parce que vous n'avez absolument aucun repère et ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, ce que vous lisez, ne s'agrège pas, ne fait pas un tout et bon, voilà, vous ne voyez pas de quoi il s'agit, vous ne comprenez absolument pas. Alors, maintenant si on revient à des choses plus traditionnelles, en linguistique, la question de comprendre ou ne pas comprendre peut s'appliquer à toutes sortes d'objets. D'abord à des mots lexicaux, c'est ce qu'on appelle la sémantique lexicale. Donc, dans ce cas-là, toutes sortes de questions se posent, indépendamment de la frontière dont on parlera, un peu problématique, je vous en parlerai la semaine prochaine sans doute, de la frontière entre les mots grammaticaux et les mots lexicaux. C'est pas une différence, c'est une différence qui est utile et qui est même indispensable, mais qui n'est pas toujours facile à tracer. La question des mots lexicaux, donc grosso modo les noms, les verbes, les adjectifs, certains adverbes. La question des mots lexicaux pose plusieurs problèmes. Le problème de la dénomination, c'est-à-dire qu'un mot lexical, ça sert à désigner quelque chose, notamment. Ça ne sert pas qu'à ça, mais ça a souvent cette utilité-là. Donc c'est ce qu'on appelle la question de la dénomination. Comment on fait pour... comment on relie les choses les mots aux choses. Il y a la question de savoir exactement ce que c'est qu'un mot, tout simplement, parce qu'il y a parfois, est-ce que, je ne sais pas, un chien-loup, c'est un mot ou deux mots? Bon, voilà. Alors les linguistes se posent parfois ce genre de questions, et ça a l'air d'être une question triviale, mais en fait c'est une question assez compliquée, et finalement les unités... à la fois dans le fonctionnement textuel et sans doute d'un point de vue mental,
les unités sont souvent des unités composées de plusieurs mots. Donc en fait, on va voir qu'il y a des unités monolexicales, avec un seul mot, et des unités polylexicales. C'est une unité, mais il y a plusieurs mots, comme dans chien-loup par exemple, mais il y a beaucoup de cas du même genre. Il y a dans la problématique du mot lexical la question du lien entre le mot et la catégorie, au sens de la catégorie mentale. Donc ça rejoint des problématiques liées à une certaine école sémantique dont on parlera, qui s'appelle la sémantique cognitive. Disons qu'il y a toutes sortes de problèmes qui sont à la fois linguistiques et philosophiques, de liens entre mots et catégories, mots et concepts, etc., qu'on ne peut pas ignorer lorsqu'on s'interroge sur la signification et les théories linguistiques. Il y a la question plus simple à traiter d'une certaine façon, plus concrète, des constituants du mot, on appelle la sémantique lexicale, c'est-à-dire qu'est-ce que un mot est, enfin la sémantique lexicale ou la morphologie lexicale, est-ce qu'un mot est dérivé, composé, est-ce qu'il a des préfixes, des suffixes, etc., de quoi il est composé, quelles sont les relations de sens entre les mots, polysémie, synonymie, homonymie, tous ces problèmes-là sont des problèmes dont il faudra qu'on parle. Et puis la question des morphèmes et submorphèmes. Alors en général, la description sémantique dans pratiquement tous les manuels s'arrête au morphème, qui est considéré comme étant, vous avez peut-être appris ça dans vos 2 premières années à l'université, les morphèmes étant les unités minimales de sens. Bon, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui considèrent que ce n'est pas le plus petit élément de sens. Il y a des éléments en dessous qui sont les submorphèmes, qu'on appelle parfois les submorphèmes, qui sont des éléments plus petits que le morphème, comme, je ne sais pas moi, par exemple qui ou il. On peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un morphème i qui est le même dans qui, dans il, dans ceci, etc. Donc ça, c'est pas un morphème au sens traditionnel du terme, il n'y a pas vraiment de commutation possible, quoique qui, que, quoi, il y a bien des permutations, il, le, etc. Mais la sémantique traditionnelle ignore généralement complètement cette question du submorphème dont je vous parlerai un petit peu parce que ça fait partie, si vous voulez, de l'actualité de la recherche en linguistique. Alors, dans ce cours, dans l'ensemble de l'année, on va passer beaucoup de temps sur les mots lexicaux et sur la question de la sémantique lexicale parce que c'est quand même une sorte de base importante. Bon, peu à peu, on parlera un petit peu aussi des autres cas de figure, bien sûr. Alors, des mots grammaticaux, donc qui renvoient à ce qu'on appelle parfois la sémantique grammaticale. Alors, évidemment, les mots grammaticaux comme les prépositions ou les articles, je sais pas, un, le, etc., on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de sens. Mais on ne peut pas dire non plus que leur sens est du même ordre que le sens d'un mot comme chaise, table, etc. D'accord ? Donc ils ont un sens, mais un sens particulier qu'on appelle un sens grammatical ou parfois un sens instructionnel. On essaiera d'expliquer pourquoi. Et puis ces mots grammaticaux, ils servent aussi à faire des liens avec le monde externe. Vous savez, vous avez sûrement appris que les déterminants servent à actualiser le nom, donc ça veut dire qu'ils jouent un rôle en termes de référence, que les pronoms servent à établir des relations d'anaphore. Donc vous voyez, ce qu'on appelle le sens instructionnel des mots grammaticaux renvoie à des instructions de ce type-là, instructions référentielles, instructions anaphoriques, etc. Bien sûr, la question de comprendre ou ne pas comprendre, et donc la question du sens, se pose aussi pour les phrases. Une phrase, ça peut avoir un sens ou pas de sens. D'ailleurs, vous remarquerez au passage que on peut se poser la question de savoir quel est le sens de ce mot. D'accord ? Un mot, il a un sens. Mais très curieusement, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à dire qu'un mot n'a pas de sens. Il y a une sorte de présupposé qui porte sur le concept de mot qui fait que pour nous, un mot a forcément un sens. Alors que le problème ne se pose pas pour les phrases, vous voyez ? Les phrases, c'est très clair qu'il y a des phrases qui ont du sens et d'autres qui n'ont pas de sens. Mais un mot,
Donnez-moi un mot qui n'a pas de sens. Dans l'absolu, le mot Dieu n'aurait pas de sens pour un athée. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est un bon exemple. Le mot Dieu qui n'aurait pas de sens pour un athée, dans quel sens il n'aurait pas de sens? C'est qu'il renverrait à une réalité qui n'existe pas. D'accord? Donc, vous avez raison dans un certain sens du mot sens qui est le renvoi à la réalité. Il y a des mots qui renvoient à rien. Mais vous auriez pu me dire le Père Noël, la licorne. Bon. D'accord, pour un athée, Dieu ne renvoie à rien. Pour un adulte, j'espère que le Père Noël ne renvoie à rien. Ou la licorne ne renvoie à rien au sens où vous ne risquez pas d'en rencontrer une même dans la campagne. Bon. Seulement, est-ce que dire cela revient à dire que ces mots n'ont pas de sens? Et non. Hein. Parce que même si vous savez que le Père Noël n'existe pas, quand on vous parle de Père Noël, vous vous attendez à voir un bonhomme habillé en rouge avec une barbe blanche, etc. D'accord ? Donc, c'est difficile de trouver un mot qui n'a pas de sens, et même l'idée qu'un mot n'a pas de sens. Alors qu'une phrase, il suffit de mettre les mots dans le désordre et on voit bien que la phrase n'a pas de sens. Hein. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, vous deviendrez professeur de français en France ou à l'étranger, si vous êtes ici étudiant étranger pour devenir enseignant de FLE. Eh bien, vous verrez très souvent que dans vos copies de jeunes élèves ou de débutants en français langue étrangère, vous verrez des phrases qui n'ont pas de sens pour un français. Mais dont on peut deviner vaguement pourquoi elles sont faites, mais parfois on ne comprend pas du tout, et il n'y a pas de sens. Donc, une phrase, ça peut avoir un sens, pas de sens. Un mot, bon. Un mot, on peut essayer d'assembler des lettres, former une entité qui sera un mot, mais qui n'aura pas de sens. Dans ce cas-là, je vais dire. Oui, mais à ce moment-là, on n'a presque pas envie de dire que c'est un mot. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, est-ce que est-ce que ce mot a un sens? Vous allez me dire, mais c'est pas un mot. C'est une suite de lettres, quoi. D'accord? Bon, enfin, c'est une remarque en passant, mais simplement, voyez bien que la distinction entre avoir un sens ou pas est plus claire dans le cas des phrases que dans le cas des mots. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup de développement en sémantique sur les phrases, en particulier des approches logiques, parce que on peut réfléchir sur les liens entre les phrases et sur, disons, les relations d'équivalence, d'implication, etc., qu'il peut y avoir entre les phrases. Ensuite, on peut passer au niveau du discours, où là, du point de vue sémantique, sont plus impliquées les notions de présupposé, d'implicature, c'est-à-dire disons, là, on est dans une sémantique discursive qu'on pourrait appeler de la pragmatique, ça c'est aussi quelque chose sur lequel je reviendrai. Sémantique des discours, donc, et sémantique des textes, alors, qui sont parfois mélangés, mais quand même les textes, en tant que production écrite, il y a une sémantique textuelle qui est quand même un peu particulière, qui a des propriétés qui ne sont pas toujours celles du discours en général, qui peut être écrit ou oral. Bon, un certain nombre d'auteurs dont on parlera qui défendent que le texte est un objet linguistique spécifique, qui donc doit avoir des outils d'analyse qui lui sont adaptés. Alors, d'une manière générale, pour l'analyse du sens linguistique, on peut adopter deux perspectives. Soit on part soit une perspective ascendante, soit une perspective descendante. Donc, perspective descendante, c'est qu'on part de la phrase et puis du sens de la phrase et puis on va vers le sens des mots. Soit on part du sens des mots qu'on va combiner pour aller vers le sens de la phrase. Alors,
il y a un point que la notion de compréhension laisse un peu de côté tout de même. C'est un point que j'ai évoqué en passant à un certain moment dans ce que je vous ai expliqué ce matin. C'est la question de la vérité. En fait, d'une certaine façon, comprendre ou ne pas comprendre quelque chose, c'est tout à fait indépendant du fait de savoir si cette chose a une vérité ou pas. C'est évident dans le cas d'un texte poétique. Bon, le texte poétique n'a pas de rapport immédiat avec la vérité, tout au moins la vérité de ce qu'il décrit. On pourrait le mettre en rapport avec la question de la vérité sur quelque chose comme une espèce d'authenticité des sentiments de l'auteur, je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, il est clair que la question de la compréhension est relativement, au moins, indépendante de la question de la vérité. Mais dans certains cas, il n'est pas douteux que avoir un sens a quelque chose à voir avec le fait d'être vrai. Par exemple, si je passe mon temps à vous dire la tour Eiffel se situe à Pékin, elle a été fabriquée par un ingénieur sénégalais, bon, bah, vous allez me dire, oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans un sens où c'est objectivement faux. Ça sert à quoi de dire cela si ce sont des choses qui n'ont aucune contrepartie dans la réalité. Alors, cette question du rapport entre le sens et la réalité a été, au début du siècle, enfin disons du XXe siècle, disons dans la première moitié du XXe siècle, en particulier chez les philosophes du langage, a été bien analysé et exploré. Pour arriver plus tard à une formule très célèbre qu'on doit à un logicien qui s'appelle Tarski. Cette formule, c'est la suivante, c'est l'idée de dire que la phrase, donc c'est pour ça qu'il y a des guillemets ici, la phrase « la neige est blanche » est vraie si et seulement si dans la réalité, effectivement, il se trouve que la neige est blanche. Donc, ça a l'air d'être une espèce de tautologie, une évidence, etc., mais c'est comme ça que, formellement, des logiciens peuvent établir un lien entre le langage et le monde. Alors, c'est ce qu'on appelle parfois le représentationnalisme, c'est-à-dire qu'un énoncé, une phrase, représente un état de choses. Vous voyez, la phrase « la neige est blanche » représente un certain état de choses, et donc cette phrase est vraie si cet état de choses est réalisé. Alors, en très très résumé, dans l'histoire de la philosophie, ce point de vue, qui est celui qu'on appelle parfois du positivisme logique, est apparu dans le cadre d'une critique de la métaphysique, si vous voulez, du langage philosophique de la métaphysique, parce que, grosso modo, on pouvait considérer que certains métaphysiciens écrivaient une sorte de verbiage qui n'avait aucune signification, et pour cadrer les choses, pour dire, bon, ben, c'est bon, le philosophe, il doit quand même savoir ce qu'il dit, donc établissons des règles pour savoir quand quelque chose peut être vrai ou pas vrai, quand ça a un sens. Cette notion de lien entre la réalité et le langage est venue, ce représentationnalisme est venu pour résoudre ce type de problème. Bon, je résume très très grossièrement la situation, vous irez voir vous-même si vous voulez en savoir plus. Alors, une remarque, ça vaut aussi pour l'image.
une image peut être vraie ou fausse au sens où elle correspond ou pas à la réalité. Alors je vous donne un exemple assez spectaculaire qui avait fait parler de lui à une époque. Donc c'est une femme politique française du Front National qui a posté cette photo, c'était en 2014, vous voyez, avec un, je ne sais plus si c'était un tweet ou quelque chose comme ça. Donc CAF, donc Caisse d'allocation familiale à Rosny-sous-Bois, le port du voile intégral est censé être interdit par la loi. Donc vous voyez qu'on voit ici la CAF et puis plein de femmes voilées. Donc évidemment, c'est dans un tweet du Front National pour dire, voilà, il y a plein de femmes voilées en France, c'est une catastrophe. Bon, des gens qui ont observé la chose d'un peu plus près se sont rendus compte qu'en réalité, cette photo avait été prise en Angleterre, parce qu'on voit ici le métro, là, quand on prend la photo tout entière, et que du coup, c'est un photomontage, c'est-à-dire, elle a ajouté ça, donc c'est une image qui, en tant que telle, ne correspond absolument à aucune réalité. Cette image prétend avoir été prise devant un truc, elle est truquée, donc c'est une image qui n'a pas de sens au sens où elle ne réfère à aucune réalité, hein, mais évidemment, le fait de produire et de truquer une telle image a un sens pour l'auteur qui est évidemment un sens politique évident. Alors, on pourrait avoir le même genre de problème avec les objets qui n'existent pas. Là, on se retombe un petit peu sur la question du Père Noël. Vous voyez, c'est des cas assez connus d'objets qu'on peut deviner comme ça en les regardant, mais qui, en fait, ne correspondent à aucune réalité. Donc, d'une certaine façon, ce sont des objets dont on ne peut rien faire, qu'on ne pourrait pas trouver dans la réalité. Hein. Donc, la question de la vérité, au sens de la relation avec une réalité externe, hein, puisque ces objets ne peuvent être mis en relation avec des réalités externes, pas plus que la photo truquée que je vous ai montrée tout à l'heure, cette question de la vérité, elle vaut, au fond, pour tout type de signe. Alors, en conclusion, je vais vous laisser sur une question sur laquelle on reviendra la semaine prochaine. L'analyse du sens ou de la signification en linguistique, donc en gros l'intitulé de ce cours, compte tenu de tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est de la sémantique ou de la pragmatique, hein, selon cette répartition, si vous voulez, concentrique, où on a la phonologie qui représente, disons, qui est l'analyse des phonèmes, la morphologie, l'analyse des mots, la syntaxe des phrases et des propositions, la sémantique de la signification des phrases, et puis la pragmatique, la signification en contexte ou la signification des énoncés. Bien. Alors, on verra que, au fur et à mesure du cours, on sera amené à aborder parfois des questions qui sont sémantiques sans avoir forcément besoin d'une perspective pragmatique, mais dans d'autres cas, évidemment, la perspective pragmatique est indispensable. Voilà, je vais donc arrêter ici pour laisser du temps aux questions et puis pour vous donner quelques explications.